Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la cohérence spatiale. Donc je vous invite à regarder les 3 dernières vidéos avant de regarder cette vidéo, puisqu'on va vraiment se servir des résultats des 3 dernières vidéos. Et en particulier, on va utiliser le montage type Trudung pour mettre en évidence le phénomène de cohérence spatiale. Alors, d'où vient ce phénomène? Si vous vous rappelez bien, quand on avait décrit le fonctionnement d'un laser, on avait montré que ce qui se passait en haut de la source ou en bas, était parfaitement décorrélé. Et donc, finalement, on va avoir deux sources qui vont, si on prend chacun des points qui composent ma source étendue, chacun de ces points vont être des sources différentes et qui ne vont pas être cohérentes entre elles. Donc si je prenais un point en haut et un point en bas, pour calculer l'intensité qui va arriver au point M, je vais pouvoir considérer que mes deux sources initiales sont des sources incohérentes, et donc je vais pouvoir faire la somme des intensités. Donc on se retrouve parfaitement dans le cadre où on avait mis deux sources, mais là maintenant on n'a pas deux sources, mais on a une source étendue. Alors pour calculer la figure d'interférence qu'on va observer sur l'écran, on va faire la chose suivante, on va découper notre source étendue en une infinité de sources infiniment petites de taille dy, et on va regarder la contribution de chacune de ces sources individuelles au niveau du point M. Et on va faire la somme des intensités. On va donc repérer le point ici par la coordonnée y sur 2. Ça, c'est une petite magouille au point de vue calcul. Comme ça, on va pouvoir faire varier y de 0 à b et se balader sur toute notre source. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les différences de chemin optique entre les deux voies, l'une qui passe par le trou du bas et l'une qui passe par le trou du haut dans mon montage des trous Young. Ça, en fait, on l'a déjà fait quand on avait écarté notre source de l'axe, mais en plus, on est allé plus loin. Ce qu'on a fait dans la deuxième partie, c'est qu'on avait pris le symétrique de cette source, ici, donc un dy qui serait symétrique par rapport à mon axe optique, et on a déjà calculé finalement la somme des intensités de ces deux sources de part et d'autre de mon axe optique. Donc ça, c'est le résultat de la vidéo précédente, que je vous rappelle ici, quand on avait pris une source S1 et une source S2 symétriques, distantes de B sur 2 à l'époque, enfin B sur 2 par rapport à l'axe optique, B sur 2 ici et B sur 2 là. Et quand on fait le calcul, on avait montré que l'intensité observée au point M était donnée par cette formule 4I0, facteur de 1 plus cosinus de pi AX sur lambda 0L fois cosinus de 2 pi AB sur 2D lambda 0. On voit qu'on peut encore simplifier par B dans cette formule. Alors on va modifier un peu cette formule. Cette fois-ci, on va prendre deux petits éléments. Donc l'intensité finalement ce ne sera pas I0, mais ce sera proportionnel à la taille de mon élément. Donc ce sera dy0. Ce que je vais faire grâce à ça, à cette formule, c'est que je vais calculer finalement l'intensité que va créer chaque petit élément dy0 symétrisé au niveau du point M, et ça va me donner une contribution infinitésimale à l'intensité. Donc cette contribution, elle est proportionnelle à naturellement la taille des y, et puis elle va être proportionnelle à ce terme qui lui fait apparaître les interférences. Donc à 1 plus cosinus de pi AX sur lambda 0L, ça c'est un terme qui ne dépend que du chemin optique qui est ici, et en fait c'est parfaitement indépendant finalement de la position de mes sources là. Et puis, ce terme-là, c'est celui qui tenait compte de la position de mes deux sources, et je vais l'adapter. Cette fois-ci, mes sources ne sont plus espacées d'une distance B, mais d'une distance Y, puisque j'ai pris moins Y sur 2 ici, et Y sur 2, donc je remplace tout simplement B par Y. Et ça me donne finalement la contribution infinitésimale sur l'intensité de mes deux sources de taille dy infiniment petites. Alors maintenant, il me reste à faire l'opération suivante. Ce que je vais faire, c'est que naturellement, je vais faire varier mes deux sources du centre jusqu'au bord. Donc je vais être obligé de faire varier Y de 0 jusqu'à B. Et je vais intégrer toutes les contributions. Donc je vais faire l'intensité finalement, ça va être l'intégrale de tous ces dI, et donc ça va être proportionnel à l'intégrale de 0 à 2B du terme que j'avais écrit là, donc de dy facteur de 1 plus cosinus de pi AX lambda 0L fois cosinus de pi AY B sur lambda 0. C'est-à-dire exactement ce que j'ai marqué là. Alors, j'appuie un petit peu sur le fait que j'ai mis proportionnel à. En fait, effectivement, j'ai retiré le terme constant qui va apparaître ici, juste parce qu'il est un petit peu casse-pied à calculer. Enfin, il faut l'adapter, c'est pas très compliqué, mais ce sera en fait une constante qui va apparaître, qui va faire qu'on a bien une intensité de part et d'autre de mon équation, parce que là pour l'instant c'est pas homogène, mais il n'a pas d'influence sur finalement la répartition de lumière au niveau de l'écran, donc je l'ai juste écarté en mettant proportionnel à.
C'est quelque chose qui est assez classique, et donc on aura juste à rajouter une intensité, l'intensité totale par exemple à la fin, pour que ce soit homogène. Alors, on fait cette intégrale, donc on va intégrer de 0 à b cette intégrale, et en fait elle est très simple. Vous voyez que ici j'ai une constante, donc ça va être très simple à intégrer, et puis ici j'ai aussi finalement qu'un cosinus intégré, puisque ici ça ne dépend pas de y, donc il n'y a que cette partie-là, et donc je vais juste devoir chercher la primitive d'un cosinus. Et naturellement on va tomber sur un sinus. Donc la primitive de 1 c'est y, et la primitive de cosinus pi a y d sur lambda 0, c'est d lambda 0 sur pi a fois le sinus du même argument. Et je vais prendre cette primitive entre 0 et b. En 0, le calcul est rapide, puisque y, si je remplace y par 0, ça fait 0, et si je mets le sinus ici avec y et 0, ça fait sinus de 0, ça fait 0. Donc tout ça, ça vaut 0 pour le point 0. Et pour le point b ici, ici on va mettre b, et ici on va mettre b, et on obtient tout simplement cela. b plus t lambda 0 sur pi a, cosinus de 2 pi ax sur lambda 0 L, fois le sinus de pi AB sur d lambda 0. Voilà, là j'ai calculé finalement la partie qui décrit la répartition de lumière de mon intensité au niveau, enfin qui décrit la répartition d'intensité sur mon écran. On va un tout petit peu travailler cette expression. Tout d'abord, je vais mettre le B en facteur. Donc ça, c'est juste pour faire sortir le B. Comme ça, on voit que finalement, l'intensité est proportionnelle à la largeur de ma source, ce qui paraît logique. Hein. Donc voilà. Et puis, ça me permet de mettre en avant quelque chose. Donc ça, c'est un terme. Tout ça, c'est un terme qui est sans dimension. Ça, c'est sans dimension. En fait, là, vous avez une longueur sur une longueur, une longueur. Donc ça, c'est bien sans dimension. Et là aussi, vous avez sans dimension, heureusement, puisque vous n'avez pas le droit de prendre un sinus si ça a une dimension. Et là, c'est pareil, c'est sans dimension, à x sur lambda 0, L, tout ça, ça marche bien. Vérifiez cela quand vous faites vos calculs, parce que ça peut arriver justement d'avoir une erreur de copie, en particulier quand on fait ce genre de calcul. Donc ici, vous voyez que j'ai sinus de pi AB sur D lambda 0, et si vous faites attention, ici, c'est exactement la même chose, c'est le même argument, mais c'est 1 sur cet argument. Pi AB divisé par D lambda 0 divisé par D lambda 0. Donc finalement, ça c'est le sinus de quelque chose sur le même quelque chose. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sinus cardinal. Le sinus cardinal de x, c'est égal à sinus x sur x, et ça donne quelque chose sans dimension. Vous avez ici la représentation d'un sinus cardinal. Alors là, c'est sinus cardinal de z en fonction de z. Il faudrait naturellement tracer le sinus cardinal ici de pi AB sur d lambda 0 pour voir comment ça va se comporter en fonction de la variable qui nous intéresse. Et là, ça va être principalement la largeur de la source B qui va nous intéresser. Donc, par exemple, c'est ce qu'on va faire juste après. Mais avant ça, regardons un tout petit peu cette équation de façon de loin, comme je pourrais dire. Ici, vous avez le sinus cardinal de quelque chose, et si vous regardez bien, ici, ça ne dépend pas de la position sur l'écran. C'est vraiment un terme qui ne dépend que de la distance entre nos deux ouvertures, A, de la distance entre la source et l'écran, ça c'est grand D, et puis de la taille de la source, grand B. Donc ça, c'est vraiment un terme qui dépend principalement du montage, alors que ça va dépendre, de la distance entre nos deux ouvertures, de la distance entre nos ouvertures et l'écran, ça c'est petit l, et puis ça va dépendre également de la position sur l'écran X. Donc on peut vraiment séparer deux choses, ça dépend majoritairement de la taille de la source, et ça dépend de la position sur l'écran, si les autres paramètres sont fixés. Donc, regardons un petit peu ce qui va se passer. En fait, finalement, une fois que vous avez choisi la taille de votre source et que vous avez choisi votre montage type trou d'ion, vous avez fixé A, D, lambda 0 et B, et L d'ailleurs, et ce qui va vraiment dépendre sur l'écran, c'est X. Mais on peut choisir ça de différentes manières. Et ça, ce sera fixé à partir du moment où vous aurez choisi votre montage. Donc, par exemple, vous pouvez choisir un cas assez pathologique où si ce terme-là est nul, et finalement, ça va faire 0, et vous n'avez plus du tout voir ce terme, donc vous ne voyez plus du tout d'interférence sur votre écran. Alors pour que ce terme soit nul, et donc pour qu'on ait du brouillage, finalement, il faut que le sinus cardinal de pi AB sur d lambda 0 soit égal à 0. Le sinus cardinal, il va être égal à 0 lorsque le sinus va être égal à 0. Donc finalement, lorsque sinus de pi AB sur d lambda 0 est égal à 0. Le sinus est égal à 0 si son argument est un nombre entier de nombre de pi. Donc pi AB sur d lambda 0 doit être égal à p pi pour que le sinus soit égal à 0.
Et donc, ça me dit que à chaque fois que B sera égal à un nombre entier de d lambda 0 sur A, et bah finalement, le sinus ici cardinal sera égal à 0 et j'aurai un phénomène de brouillage. Je ne verrai aucune raie sur mon écran. Ok, aucune frange lumineuse sur mon écran. Donc en gros, si on regarde, si on trace cette courbe en fonction de B, on obtient ce sinus cardinal qui a cette forme caractéristique. Et finalement, à chaque fois qu'on va avoir B égale ça, à chaque fois que B sera un entier de D lambda 0 sur A, je serai exactement sur ces points-là. C'est-à-dire que j'aurai mon sinus cardinal qui sera égal à 0. Donc ce point-là, c'est donné par le premier, c'est D lambda 0 sur A. Ici, on a 2D lambda 0 sur A, 3D lambda 0 sur A, etc. Et là, j'aurai à chaque fois un phénomène de brouillage total. À l'inverse, j'aurai entre chaque brouillage total, exactement entre les deux points, c'est-à-dire à 1,5 D lambda 0 sur A, j'aurai ici un minimum du sinus cardinal, ici un maximum, un minimum, un maximum, etc. etc. Et vous voyez que plus je m'éloigne, finalement, plus je vais avoir quelque chose qui va converger vers 0. C'est normal, puisque c'est un sinus x sur x, rappelez-vous, le sinus cardinal c'est ça. Donc si x devient très grand, je tends vers 0. Donc finalement, si je prends une source trop grande, ce terme-là va tendre vers 0 et j'aurai disparition des interférences visibles sur mon écran. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans différents cas? Parce que maintenant, on pourrait regarder ce qui se passe en fonction de x. Tout va dépendre de la valeur de ce paramètre qui finalement va nous donner l'intensité des franges lumineuses maximales. Alors revenons sur la figure d'interférence elle-même. Cette fois-ci, on va s'intéresser à ce qui se passe lorsque x varie, en fixant différentes valeurs du sinus cardinal et donc de B. Donc dans un premier temps, si on regarde ce qui se passe quand B est égal à 0, le sinus cardinal va nous donner 1, ça c'est une propriété du sinus cardinal, je l'ai déjà dit, sinus x sur x quand B tend vers 0, ça donne 1, donc ce terme-là donne 1, et on se retrouve avec finalement 1 plus cosinus, donc on va avoir une oscillation, et une oscillation qui va varier entre 1 plus 1 et 1 moins 1, puisque le cosinus varie entre moins 1 et 1. Donc on va avoir des endroits où on va avoir des intensités fortes et des endroits où on va avoir une intensité complètement nulle lorsque le cosinus sera égal à 1. Donc là, en fait, quand B tend vers 0, finalement, on prend une extension de source à nulle. Donc on a en fait finalement remis un point et on se retrouve dans le montage type Young initial. Et c'est pour ça qu'on retrouve cette sinusoïde toute simple. Maintenant, si on augmente la taille de notre source, on va descendre sur cette courbe dans la partie bleue, et ce qui va se passer, c'est que finalement, ce terme-là ne va plus valoir 1, mais il va être plus petit, et donc on va plus se retrouver avec 0 ou 2 pour ce terme-là, mais on va se retrouver avec 1 moins ça, lorsque le cosinus est égal à moins, et 1 plus ça, lorsque le cosinus est égal à plus 1. Et donc on va osciller cette fois-ci entre des valeurs qui vont plus être entre 0 et 2, mais enfin pour certains termes-là, mais entre une valeur plus grande que 0 et plus petite que 2, et c'est représenté par cette courbe qui est ici. Et si on continue à augmenter la taille de notre source, on va obtenir à un moment ou à un autre un point tel que la taille de notre source est égale à d lambda 0 sur A, et là on va faire disparaître totalement les interférences visibles sur notre écran. On est dans un phénomène de brouillage. Ensuite, si on bascule de l'autre côté, cette fois-ci on va avoir ce terme-là qui va devenir négative, alors en valeur absolue beaucoup plus petit que 1, comme on le voit sur la courbe, mais en tout cas négatif, et donc on va se retrouver à multiplier notre cosinus là où c'est égal à 1, on va avoir finalement quelque chose de négatif sur ce terme, et donc on va avoir un minimum, et lorsque ce terme sera voici égal à moins 1, et ça donnera quelque chose de positif, puisque ça négatif, négatif, ça fait positif, et donc on va inverser la position des maximums et des minimums, ce qu'on observe sur la courbe violette. Donc je l'ai déjà dit, mais plus on va s'éloigner ici, plus on voit que les oscillations vont disparaître et vont converger vers 0, ce qui fait que si on prend une source très très grande, on va converger vers une distribution uniforme de lumière au niveau de notre écran. Donc voilà les différents cas, je les redonne. Si vous avez B égale 0, vous êtes dans le cas d'une interférence d'un montage type True-Young avec une source ponctuelle sur la médiane. Si vous augmentez la taille de la source, vous allez tout d'abord diminuer finalement les maximums et les minimums ici, ce qui en fait revient à diminuer le contraste de vos interférences, mais ça ne modifie pas la position, donc on peut quand même travailler et voir les interférences. Donc si votre source n'est pas parfaitement
ponctuelle, vous allez quand même voir le phénomène d'interférence, mais avec un contraste diminué, et ainsi de suite. Si vous augmentez, vous allez arriver à ce point-là, vous n'allez plus rien voir. Si vous augmentez encore la taille de votre source, vous allez inverser la position des maximums et des minimums. Donc là, vous avez quelque chose de différent sur votre écran par rapport à la situation précédente. Et vous allez ainsi de suite, en augmentant la taille, repasser ici, repasser là, etc.